Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Chers collègues, cher Matthias Fink, vous êtes le troisième titulaire de la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt, à vrai dire son premier chercheur académique, puisque vos deux prédécesseurs, Jean-Paul Clausel et Gérard Berry, étaient des industriels. Vous êtes un physicien au parcours à la fois atypique et pluridisciplinaire. Après une formation universitaire en mathématiques, vous décidez de changer d'orientation et de vous lancer dans l'aventure de l'imagerie médicale. Pendant votre travail de thèse en physique, vous participez dans les années 70 à la réalisation du premier échographe ultrasonore médical fonctionnant en temps réel. Ainsi, pour la première fois, l'image du fœtus apparaissait sur l'écran immédiatement devant les parents. Nommé professeur à l'Université de Strasbourg en 1981, vous partez un an comme professeur invité à l'Université d'Irvine dans le département de radiologie. Puis vous rejoignez Paris et Pierre-Gilles Legenne qui vous propose de créer un laboratoire à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle en 1990. Ce laboratoire, intitulé actuellement Ondes et acoustiques, marie heureusement recherche fondamentale et recherche appliquée. Votre première grande découverte a porté sur la réversibilité des ondes ou comment faire revivre à une onde sa vie passée. La réponse à cette question a permis le développement d'un appareil de destruction des calculs rénaux, ce que nous appelons le lithotripteur, par ultrasons. Vous avez conçu des miroirs à retournement temporel, qui sont des machines à remonter le temps pour les ondes sonores et les ultrasons. Vous avez découvert de façon étonnante et inattendue que plus le milieu de propagation est complexe, plus il est facile de réaliser des expériences de renversement du temps ondulatoire. Vos recherches conduites à la fois en acoustique, en sismologie et dans le domaine des micro-ondes ont débouché sur la création de plusieurs start-up qui emploient aujourd'hui plus de 170 personnes. Je ne citerai que quelques applications de vos travaux, le traitement de tumeurs cérébrales expérimentales en focalisant des ondes ultrasonores à travers la boîte crânienne, la création d'objets tactiles, intelligents, qui permettent de transformer une table en clavier d'ordinateur, le développement de systèmes de télécommunications électromagnétiques en milieu urbain. Un deuxième thème de recherche très prometteur que vous avez initié depuis une dizaine d'années, l'imagerie multi-ondes, vient de déboucher sur la mise au point d'un appareil d'imagerie et de détection du cancer du sein très innovant. Les premiers prototypes ont été installés en milieu hospitalier dans différents pays. De nombreuses autres applications de ce mode d'imagerie multi-ondes sont en cours d'étude, imagerie ultra rapide de l'élasticité du cœur et des artères, du foie, de la peau, de la cornée et du cristallin dans l'œil. Vous êtes un apôtre du lien entre recherche fondamentale et innovation technologique, et cette chaire vous fournit l'occasion de nous faire passer la passion, et je reprends vos termes, d'inventeur du public qui vous habite depuis longtemps. Merci. Merci. Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir vous présenter cette leçon inaugurale dont le titre peut vous paraître un peu étrange. Je voudrais d'abord dire ma fierté d'être le premier chercheur venant du monde académique à avoir été élu sur cette chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt, succédant ainsi à mes deux collègues Jean-Paul Clausel et Gérard Berry, qui tous les deux venaient, eux, du monde industriel. Il faut dire que j'ai fait un très très bon choix en rejoignant en 1990, à l'invitation de Pierre-Gilles Legenne, l'école physique-chimie.
C'est un établissement qui est vraiment unique en France, où recherche fondamentale et innovation se sont toujours mariés avec un énorme succès. C'est aussi un endroit où j'ai pu m'entourer d'une équipe de jeunes chercheurs extrêmement compétents et extrêmement enthousiastes. Et je voudrais maintenant, puisqu'on parle de l'école physique-chimie, me référer à mon grand modèle à l'école physique-chimie, qui est Paul Langevin. Paul Langevin, qui a été et directeur à l'ESPCI et professeur au Collège de France, s'intéressait comme moi, il y a longtemps, au temps, aux ondes et à l'innovation. Concernant le temps, il ne s'intéressait pas particulièrement au renversement du temps, il s'intéressait plutôt à la contraction du temps, bien connue en relativité, et aussi à l'irréversibilité. Concernant les ondes, on lui doit une invention extrêmement importante, le sonar. Il a su utiliser ce qu'on appelle des transducteurs piézoélectriques. Le concept de piézoélectricité avait été inventé dans l'école par Pierre et Jacques Curie pour fabriquer des sonars qui pouvaient remplacer ce que peut faire un dauphin lorsqu'il fait de l'écholocation. Et le principe de ces transducteurs piézoélectriques est le suivant. Lorsque vous avez un petit bout de cristal piézoélectrique, si vous appliquez une force ou un coup sur ce cristal, il génère des charges électriques que vous pouvez mesurer, donc un courant. Inversement, lorsque vous appliquez une différence de potentiel aux bandes de ce cristal, il se déforme. Donc, le même transducteur piézoélectrique peut jouer deux rôles, soit celui d'un microphone, soit celui d'un haut-parleur. Et c'est ce petit gadget qu'on peut appeler un transducteur réversible qui a été utilisé pour fabriquer les sonars. Et il faut rappeler aussi que Paul Langevin non seulement a déposé le premier brevet sur le sonar, mais a participé à la création de toutes les sociétés françaises qui ont lancé cette technologie. Donc, une fois que j'ai parlé du mot réversible, ça se rapproche un peu du mot renversement du temps que j'ai mis dans mon titre. Lorsqu'on parle de renversement du temps, on pense plutôt au concept chez les physiciens, qui est cher aux physiciens, de réversibilité ou d'irréversibilité. Et vous savez que les physiciens ont toujours constaté que la vie était irréversible, on ne fait que vieillir, et ça leur a paru étrange dans la mesure où les équations microscopiques de la physique, celles de la mécanique, elles, sont des équations réversibles, d'où naît l'irréversibilité. Et pour comprendre ce problème, il faut comprendre ce que veut dire la réversibilité en mécanique, qui est cachée derrière l'expression de la loi de Newton. La loi de Newton vous dit que lorsque vous appliquez une force, c'est l'accélération des particules qui dépendent de cette force. Et l'accélération s'exprime sous la forme d'une dérivée seconde par rapport au temps. Et le fait d'avoir quelque chose qui est une dérivée seconde, c'est comme quand vous avez un carré pour un nombre. Si vous cherchez les racines carrées, il y en a toujours deux. Il y en a une positive et une négative. Et de la même façon, cette réversibilité qui est cachée dans cette équation de la mécanique vous dit la chose suivante. Imaginez que vous ayez deux boules de billard que vous envoyez l'une vers l'autre à une certaine vitesse, que vous regardez ces deux boules se cogner à un certain temps, que vous continuez à regarder la trajectoire des deux boules qui se réécartent. Si, brutalement, à un instant T2, vous figez les deux boules, en utilisant deux petits démons qu'on peut appeler des démons de Le Schmitt. Le Schmitt est celui qui a dialogué avec Boltzmann pour essayer de comprendre l'origine de l'irréversibilité et qui exprimait des arguments sur la réversibilité. Que dit Le Schmitt ? Que si vous avez ces deux boules, que vous les arrêtez à un moment donné, que vous mesurez leur vecteur vitesse avec ces deux petits physiciens, si vous renvoyez les deux boules exactement en sens inverse avec les mêmes vecteurs vitesse mais renversés, eh bien les deux boules n'ont pas d'autre choix que de revivre leur vie passée. Qu'est-ce que ça veut dire revivre leur vie passée ? C'est se cogner au même endroit et repartir sur les mêmes trajectoires. Alors vous allez dire que renverser les trajectoires, ça ne semble pas être renverser le temps. Mais si vous allez un peu plus loin, si vous pensez maintenant à un objet non pas fait de deux boules, mais fait de milliards de particules qui explosent par exemple à un temps t0 et ces particules allant dans toutes les directions, et si vous avez par exemple, vous faites ça dans ce qu'on appelle un billard, dans une cavité, si vous regardez brusquement à un temps t1 où sont toutes ces particules, et si vous disposez cette fois-ci de n démons de Le Schmitt qui mesurent ces particules et leur vitesse, si vous décidez à un temps un peu après de renvoyer toutes ces particules en marche arrière, eh bien, ce que dit l'équation de la dynamique, c'est que toutes ces particules doivent exactement se recompresser au même endroit.
Comme si, et si vous pensez que chaque particule est indestructible, si vous pensez à une cellule qui est formée de milliards et de milliards de particules, et qu'elle se casse pour une raison quelconque, si vous la mettez dans une machine pleine de démons de Le Schmitt, normalement, vous refabriquez la cellule telle qu'elle était à son origine. Le problème qu'il y a, c'est que ces démons de Le Schmitt utilisent les lois de la physique. Ils doivent mesurer la vitesse de chaque particule et leur position. Et dans cette mesure, ils font toujours une petite erreur. Et lorsqu'ils renvoient les particules, ils font encore une erreur. Et le problème universel du chaos apparaît lorsque vous avez un système de beaucoup de particules. La moindre erreur que vous ferez en renvoyant toutes les particules va augmenter de façon exponentielle, et ça veut dire que vous n'arriverez jamais à faire ce genre d'expérience. La dynamique de ces particules est non linéaire et une petite erreur peut s'amplifier. Et il y a des cas de figure encore pires lorsque vous faites cette expérience, non pas dans une cavité carrée comme ça, mais dans une cavité que nous appelons chaotique, ce qu'on appelle un billard chaotique, qui a la forme par exemple d'un stade. Les choses sont encore pires, même si vous n'avez qu'une particule que vous envoyez, si elle rebondit sur les bords et si au bout de 25 rebonds vous mesurez sa position et sa vitesse, si vous essayez de la renvoyer en marche arrière, la moindre erreur va s'amplifier exponentiellement, même lorsqu'il n'y a qu'une particule à cause de la géométrie de ses bords. Et jamais vous n'arriverez à faire une expérience de renversement du temps pour les particules. Alors, c'est très triste et ça peut nous embêter. Maintenant, ça, les mouvements dont je parle au niveau de ces particules sont des mouvements microscopiques de chaque particule qu'il faut suivre. Mais lorsque vous avez un ensemble de particules, il peut exister aussi des mouvements collectifs de particules. Et les mouvements collectifs de particules se décrivent par ce qu'on appelle les ondes acoustiques. Lorsque vous avez une onde acoustique, lorsque je vous parle, je mets en vibration les molécules d'air, et ces vibrations sont des mouvements collectifs de toutes les molécules. Et toutes ces molécules bougent ensemble, en synchronisme, sur des dimensions qui s'appellent les longueurs d'onde. Et donc, on a maintenant un mouvement collectif de toutes les particules, et lorsqu'on étudie le mouvement collectif de ces particules, eh bien, même si on a un milieu où la vitesse, par exemple, du son peut varier, et ces mouvements changent de vitesse lorsqu'ils passent dans différents milieux, eh bien, on peut arriver à bâtir une équation d'onde qui est une équation qui est linéaire, qui s'exprime comme ça, et dans cette équation, on voit apparaître de façon magique à nouveau une dérivée seconde par rapport au temps. C'est-à-dire qu'on voit apparaître la réversibilité dans l'équation des ondes, les mouvements collectifs sont aussi réversibles, et ça signifie que si vous trouvez une solution, par exemple, si vous poussez un cri, il y a une onde qui, au temps t0, va se retrouver là. Si ici, il y a un milieu où la vitesse du son est différente, elle va se déformer. Mais ce film, il existe un autre film, qui est le film renversé temporel, où l'onde peut revivre sa vie passée. Habituellement, vous ne le voyez jamais, ce film, parce que habituellement, vous êtes dans un univers causal. Et quand vous parlez, il n'y a que l'onde qui diverge, qui est créée. Mais si vous êtes un amateur de renversement du temps, vous voulez fabriquer cette onde qui remonte en quelque sorte le temps pour revenir à la source. Et la question, comment peut-on faire ? Une façon de faire une expérience de retournement temporel sur des ondes acoustiques serait d'utiliser maintenant des démons de Le Schmitt, mais en nombre moins grand. Pourquoi ? Parce que, comme on sait que le mouvement est collectif, et il se fait sur une échelle qui est la longueur d'onde, il suffirait de disposer dans tout le volume de l'expérience que vous avez des petits démons de Le Schmitt, mais vous en mettez seulement un toutes les demi-longueurs d'onde, ce qui est l'échelle d'oscillation des ondes. Et donc, si tous ces démons mesurent toutes les demi-longueurs d'onde l'oscillation, et si à un moment plus tard, tous ces démons renvoient ces vitesses en marche arrière, eh bien, normalement, vous recréez une onde qui va revivre la vie passée de cette première onde. Et ces petits démons de Le Schmitt sont justement le petit composant dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que fait un transducteur réversible à la Langevin ? Un petit élément piézoélectrique, eh bien, il peut tour à tour être un microphone, c'est-à-dire qu'il va mesurer la vitesse des ondes acoustiques qui tapent sur la paroi du microphone, des molécules qui tapent sur la paroi du microphone, et plus tard, ce microphone peut devenir un haut-parleur, c'est-à-dire qu'il va appliquer une vitesse dans l'autre sens. Et on pourrait donc imaginer mettre dans tout ce volume des tas de petits transducteurs réversibles, toutes les demi-longueurs d'onde. Il en faudrait beaucoup et ce n'est pas très pratique. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant qui existe au niveau des ondes, c'est qu'au lieu de mettre des démons de Le Schmitt partout, dans tout le volume, on peut en mettre seulement sur une surface.
pour créer ce qu'on appelle une cavité à retournement temporel. Et ça vient d'un théorème fondamental de la physique des ondes qui vous dit la chose suivante. On parle aussi souvent du principe du Huygens, mais ce théorème vous dit, si vous voulez connaître l'évolution d'une onde dans 3 dimensions, ça n'est pas la peine de mesurer cette onde dans les 3 dimensions. Il suffit de mesurer une onde sur une surface à 2 dimensions. Et si vous connaissez l'onde sur une surface à 2 dimensions, vous pouvez en déduire l'onde dans toutes les 3 dimensions. Ce théorème est à la base de l'holographie, et vous avez tous entendu parler de l'holographie. Eh bien, ici, on peut utiliser ce théorème pour fabriquer ici des démons de Le Schmitt d'un genre nouveau. Ce sont des démons de Le Schmitt qui ont chacun une grande mémoire. Et ces démons sont tout simplement des petits transducteurs piézoélectriques qu'on met seulement au bord de l'endroit où on génère des ondes. Et la manip se passe de la façon suivante. Vous poussez un petit cri, il est acoustique ici, cette onde se répand dans tout l'espace, cogne des obstacles, se déforme, s'abîme. Et si ici vous avez des transducteurs piézoélectriques qui entourent ce point, chaque transducteur va recevoir maintenant des petits signaux de pression acoustique qui vont durer un certain temps. Il y a les signaux directs, mais il peut y avoir des rebonds dans la cavité et ça peut durer très longtemps. Et à chaque microphone, à chaque transducteur piézoélectrique est associée une mémoire électronique de très grande profondeur. Et tout le bruit est stocké dans des mémoires, autant de mémoires que de transducteurs. Et maintenant, le retournement temporel arrive. On va relire toutes ces mémoires en verlan. Mais ce n'est pas du verlan où on inverse les syllabes, c'est inverser la chronologie des signaux électriques. Et maintenant, on va réémettre avec ces mêmes transducteurs des petits coups qui seront modulés par ces signaux. Et l'équation des ondes vous dit la chose suivante, l'onde qui va repartir dans cette cavité va revivre exactement sa vie passée, elle va faire exactement le film inverse de ce film pour revenir au point de départ. Mais il y a un mais. Alors tout ça est bâti sur des démons de Le Schmitt avec mémoire qu'on met aux bornes de la cavité. Il y a un mais, c'est que lorsque vous avez renvoyé une onde ne sait pas s'arrêter. Une onde a une célérité. Et quand cette onde revient au point de départ, on a créé le même film retourné temporel que ce film, mais l'onde collapse et repart. Donc on ne va pas exactement refaire vivre à l'onde sa vie passée, on la fait revivre, et après, à nouveau, il y a une nouvelle vie qui revient. Et ça entraîne quelque chose de très important, ça entraîne ce qui s'appelle la limite de diffraction en physique. Personne ne l'avait expliqué comme ça, mais notre expérience permet de la comprendre. Et regardons une expérience dans un milieu homogène où on envoie une onde très brève. La phase initiale, on émet une petite onde très brève, un cri très bref dans le temps. Si vous retournez temporellement ce cri avec beaucoup de petits capteurs, vous renvoyez cette même onde qui revit sa vie passée, mais elle collapse et elle repart dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous créez 2 ondes. Si maintenant, au lieu de créer une onde infiniment brève dans le temps, vous créez plusieurs sinusoïdes. Quand vous avez plusieurs sinusoïdes, vous allez avoir ces 2 ondes, la rentrante et la sortante, qui vont interférer. Et vous allez avoir un film comme ça, où 2 sinusoïdes, par exemple, vont se croiser pour donner un pic. Et si vous regardez la taille du pic, qui est l'interférence entre l'onde rentrante et l'onde sortante, le pic n'a pas comme dimension la taille du point initial, mais le pic a une dimension qui est la demi-longueur d'onde. Ça, c'est la limite de diffraction en physique. On ne peut pas, avec des ondes, faire des taches focales plus petites que la demi-longueur d'onde. Je vous montrerai comment on peut le faire quand même, mais au moins, vous comprenez là l'origine, dans cette expérience de renversement du temps. Alors maintenant, le retournement temporel avec des cavités, c'est très beau comme concept, mais ça nécessite de mettre des micros et des haut-parleurs ou des transducteurs piézoélectriques sur toute une surface, et ça peut coûter très cher et ça peut être très encombrant. Et c'est là que la magie du retournement temporel arrive. Si vous n'avez que très peu de transducteurs réversibles, 5 ici, mais si vous vivez dans un milieu confiné, comme cette pièce, où vous avez des bords réfléchissants, eh bien, vous pouvez, avec très peu de transducteurs, faire comme si vous aviez une cavité fermée. Et vous pouvez faire la chose suivante. Vous poussez un cri bref, et si cette cavité ici a des parois qui ont une propriété qui s'appelle une propriété d'ergodicité, c'est-à-dire si vous garantissez que tous les rayons que vous envoyez au bout d'un certain nombre de ricochets passent aussi près que vous voulez de n'importe quel transducteur, eh bien, quand vous poussez votre cri bref, chaque transducteur reçoit des signaux très longs qui viennent de tous les chemins multiples. Si vous prenez tous ces signaux, si vous les retournez temporellement, eh bien, vous allez réémettre des ondes qui donneront l'impression de venir aussi bien de ce point comme s'il y avait un haut-parleur. Il n'y a personne ici, il y a juste une condition limite. Et dans ce cas, vous allez pouvoir réaliser avec des démons de Le Schmitt qui auront des mémoires de très grande taille, parce que les signaux réverbèrent longtemps, vous pouvez réaliser une expérience de renversement du temps avec très peu de ces démons du moment que vous avez une cavité fermée. Regardons un exemple.
Prenons ce qu'on appelle un guide d'onde. Ici, c'est de l'eau sur 40 mm, c'est dans un aquarium, il y a un fond en verre et il y a de l'air là-dessus. Émettez un petit pulse avec un émetteur qui dure 1 microseconde. Ce sont des ultrasons, c'est un pulse de son que vous n'entendez pas, qui est ultrasonore. Et regardez ce qu'un réseau de transducteurs piézoélectriques capte ici. À cause de ces parois, vous allez d'abord capter l'onde qui vient en ligne directe. C'est la première onde qui vient ici, ça c'est le temps d'arrivée. Mais vous allez avoir les ondes qui ricochent sur les parois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et vous voyez toutes ces ondes qui arrivent et qui s'étalent maintenant sur 80 microsecondes, bien plus long que ce que vous avez émis au départ. Maintenant, retournez temporellement ces signaux et réémettez-les en verlan sur chacun des transducteurs. Et regardez ce qui revient ici. Et promenez un hydrophone quand vous émettez ça. Et vous allez voir que cet hydrophone, à l'endroit où vous avez poussé votre premier cri, si vous regardez ce qui revient, il revient un signal acoustique qui dure 1 microseconde. Vous émettez 80 microsecondes de signal, et comme l'onde revit sa vie passée, elle redevient ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire 1 microseconde au point S. Regardez maintenant la taille de la tâche focale, et cette taille est très fine, et si vous mesurez sa taille, c'est la demi-longueur d'onde. Et ici, vous n'avez que des transducteurs qui sont positionnés là. Ils peuvent être très loin dans le guide d'onde, mais vous focalisez sur une demi-longueur d'onde et vous recompressez le temps. Alors vous allez me dire, bon, c'est très joli, c'est une manip de labo, ça ne sert pas à grand-chose. Mais regardez cette même manip à une autre échelle. Voilà un miroir à retournement temporel de 78 mètres de long. Ce miroir de 78 mètres de long est utilisé en acoustique sous-marine. Il a été fabriqué après nos expériences par l'équipe de Bill Kuperman à San Diego. Et ce miroir va marcher avec des fréquences audibles autour de 3,5 kHz. La longueur d'onde est de 50 cm. Vous allez immerger ce miroir dans la mer et vous allez à l'île d'Elbe où il y a un fond particulièrement intéressant. Mais disons, j'ai participé à ces expériences qui sont très belles. Et vous faites l'expérience suivante. Vous mettez une source. En fait, ici, vous avez 10 km entre la source et l'antenne. Et vous allez émettre de cette source un petit son. Ce son est bref, et vous allez regarder, à cause du fond de la mer et de la réverbération, ce que ce miroir capte à 10 km de distance. Ça ressemble au son que vous entendez lorsque vous écoutez les chants des baleines. En fait, ce n'est pas la baleine qui fait cette modulation, c'est la réverbération qui existe dans la mer. Quand vous prenez ce son, si vous le renversez temporellement, vous réémettez ça et écoutez ce que reçoit la personne qui était à 10 km de distance. Elle reçoit le son qu'elle avait émis au départ. Vous avez complètement déréverbéré le canal sous-marin et en envoyant ce code, vous ne focalisez qu'en un point. Alors si vous regardez, si vous faites un zoom, vous avez ici votre source qui pousse son petit cri, vous le captez à 10 km, vous le retournez temporellement et vous regardez sur quelle zone ça refocalise. Et si vous faites un zoom de la zone sur laquelle ça refocalise, ça focalise sur une zone qui fait 30 cm. La longueur d'onde était de 50 cm. Vous refocalisez à 10 km de distance un son qui n'est capté que sur 30 cm. C'est-à-dire il y a seulement le plongeur qui est là va l'entendre et les autres personnes ne vont pas l'entendre. Et donc si vous voyez ça, vous comprenez que vous pouvez faire de la communication sous-marine. Par exemple, vous pouvez avoir un petit véhicule qui envoie un clic, vous captez avec le miroir à retournement temporel, vous retournez temporellement, ça redonne le même clic. Pour vous, ce sera par exemple un bit qui vaut plus 1. Et maintenant, ce code, vous pouvez le convoluer, c'est faire une opération par n'importe quelle modulation, par exemple envoyer des plus 1 et des moins 1, et ici, tous les signaux se seront recompressés, et cette personne n'entendra que des plus 1 et des moins 1, qui seront l'information que vous voulez lui envoyer. Et vous privilégiez ce canal. Et on verra comment ça marche en électromagnétisme pour faire des téléphones tout à fait nouveaux, qui peuvent envoyer des messages uniquement à certaines personnes, et qui inonderont un peu moins l'atmosphère d'ondes électromagnétiques. Regardons une très belle expérience de retournement temporel, cette fois-ci où on n'a non pas 29 transducteurs comme dans l'expérience sous-marine, mais un unique transducteur. Et posons-nous la question, est-ce qu'un unique transducteur situé au point B est capable de faire un retournement temporel comme si c'était une cavité à retournement temporel? Et on va faire cette expérience dans une petite cavité qui est une galette de silicium qui s'appelle une cavité chaotique et qui a cette fameuse propriété d'ergodicité, entre autres. Et on va faire l'expérience suivante. On va, du point A, pousser un petit cri, et on a seulement une antenne au point B, qui est une antenne omnidirectionnelle qui capte toute la réverbération. Et en fait, à cause de la propriété d'ergodicité de cette cavité, on sait que tous les rayons qui partent dans chaque direction, au bout d'un certain temps, sont captés par le point B.
Et on associe comme ça à chaque direction un temps. Et on voit qu'il existe un certain temps pendant lequel il faut écouter le message. Ce temps s'appelle le temps de Heisenberg pour une cavité. C'est le temps au bout duquel tous les rayons envoyés dans toutes les directions sont passés par le point B. Et si vous faites cette expérience, en fait on l'a fait ici en donnant un petit coup au point A, voilà l'expérience. Vous avez cette galette de silicium, vous donnez un petit coup avec un petit marteau qui donne un coup d'une microseconde. Au point B, vous captez tout le bruit créé dans cette cavité, c'est un bruit qui dure 30 millisecondes. Et là, vous prenez une portion de bruit qui dure le temps de Heisenberg. N'importe où, vous prenez du bruit. C'est un code. Vous prenez cette tranche qui fait 2 millisecondes, vous la retournez temporellement, et maintenant, vous dites à votre marteau, vas-y, tape. Et le marteau tape en envoyant ce code, et vous allez filmer l'onde qui revient au point de départ. Et comme c'est une onde qui fait soulever la surface du silicium, vous allez utiliser un interféromètre optique. Et vous allez regarder le film sur une zone de 15 mm par 15 mm. Et quand vous émettez ce code du point B, ce code a la mémoire du point A, et vous allez voir qu'autour du point A, au bout d'un certain temps, ce code qui crée dans la cavité quelque chose d'incohérent, brusquement ce code retrouve au fameux temps de collapse son point de départ, il a refocalisé dessus. Et si vous regardez la taille de la tâche focale que vous avez créée en émettant du point B ce code, au point A, il y a une tâche focale qui fait une demi-longueur d'onde. Et vous avez appris à focaliser. La focalisation n'est pas parfaite, il y a quelques petits bruits. Et plus la bande passante que vous utilisez est grande, plus le retournement temporel devient parfait. Et ici, vous voyez quelque chose d'étonnant. La cavité dans laquelle on travaille s'appelle une cavité chaotique. Si vous vouliez essayer de retourner temporellement une particule, vous n'y arriverez jamais. La moindre erreur dans cette cavité s'amplifie et vous ne pouvez pas retourner le temps pour une particule. Mais là, ce n'est pas une particule qui est partie, c'est une onde. Et quand vous captez ce code, vous pouvez faire des erreurs sur la mesure du code. Vous pouvez par exemple enregistrer tous les signaux qui sont là en mettant juste un +1 quand ils sont positifs et un -1 quand ils sont négatifs. Vous pouvez bâtir un code qui est une succession de +1 et de -1, mais ce qui compte, c'est de conserver les signes. Et quand vous envoyez ce code, il refocalise au point de départ. Les ondes aiment le chaos, et un unique démon qui a une grande mémoire peut être très efficace pour focaliser. Alors vous allez me dire, c'est très beau, mais à quoi ça sert ? Eh bien, une première application de ça, c'est une société, Sensitive Object, qui a été créée à partir de notre labo par un des chercheurs du labo, Roskiri-Ing, et qui généralise ce principe à la tactilisation d'objets. Vous prenez une table, comme celle-là, et si vous tapez au point A avec votre doigt, vous faites un bruit. Et ici, si vous mettez un petit accéléromètre, vous captez un code qui est toute la réverbération dans cette table. Si vous prenez ce code, si vous le retournez temporellement, en vibrant, ça va refocaliser et la table va se ressoulever à l'endroit où vous avez tapé. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ça. Mais ce qu'on a fait va plus loin. C'est qu'au lieu de faire un vrai retournement temporel, on va diviser cette table en des tas de petites zones, toutes les demi-longueurs d'onde. Et on va apprendre la table. On va taper en tous les points de la table, A, B, C, et en chaque point, on donne un coup. Et on écoute avec l'unique mémoire de ce petit démon de Le Schmitt, on stocke toutes les réponses de chaque point. Et une fois qu'on a tout ça dans la mémoire, on revient 2 jours plus tard et on dit la table va être tactilisée. On tape au point B, par exemple, et ce petit accéléromètre va sortir ce signal et on va le comparer à la banque de signaux qu'on avait. Et la comparaison qu'on fait est ce qui s'appelle une intercorrélation. Et quand on fait une intercorrélation, on fait exactement du retournement temporel dans l'ordinateur. Et là, ce n'est pas un ordinateur obligatoirement qui fait ça, ça peut être un petit circuit qui compare, et automatiquement, on voit en tapant au point B qu'il y aura un max par rapport au signal du point B, le max d'intercorrélation, et que les autres points donnent des signaux moins forts. Et de ça, par exemple, vous pouvez prendre un écran qui n'est pas tactile au départ, et vous collez un petit transducteur et vous apprenez les réponses de chaque point. Et quand maintenant, vous tapez à un endroit, eh bien, le système a tactilisé l'écran et vous voyez exactement l'endroit où vous avez tapé. Et vous pouvez le reconnaître ici, vous voyez une tâche focale. Mais comme vous ne cherchez que la position d'un point, vous pouvez transformer ça en des choses assez étonnantes. Regardez une application, un des produits qu'on a. Ici, c'est seulement le bruit que vous faites avec votre doigt lorsque vous promenez votre doigt le long de cette surface. Il y a un petit capteur et le système est capable de retrouver exactement la trajectoire. Vous imaginez, il y a beaucoup d'applications de ce principe, je ne reviendrai pas sur ces applications. Sensitive, c'est 30 personnes à l'heure actuelle. Maintenant, une autre application du retournement temporel, c'est un retour vers l'imagerie ultrasonore médicale. Vous connaissez tous le principe de l'échographie médicale, où les gens vont faire des images du corps humain. Dans le corps humain, il n'y a pas de réverbération, sauf dans le cerveau.
Mais habituellement, quand vous envoyez des ondes, elles s'atténuent trop vite pour, à terme, pouvoir réverbérer. Quand vous prenez une barrette de transducteurs piézoélectriques, c'est exactement les mêmes transducteurs à la Langevin qui servent dans un miroir à retournement temporel. Vous savez que si vous la mettez sur un patient, vous pouvez faire des belles images et voir, par exemple, des images de fœtus. Et vous savez que ces images sont un peu bizarres, avec des tas de petites taches partout. Le fait qu'on puisse faire ces images vient du fait que la vitesse des ultrasons dans le corps humain est une vitesse assez constante, 1500 mètres par seconde. Donc, quand on a beaucoup de petits transducteurs piézoélectriques, on peut trouver les retards pour faire émettre tous ces transducteurs pour qu'ils focalisent dans une zone. Et lorsqu'on fait une image, aujourd'hui, une image conventionnelle en échographie, on envoie d'abord un faisceau, puis on écoute tous les échos. Puis après, on envoie un deuxième faisceau à côté et on écoute les échos. Puis un troisième faisceau, un quatrième faisceau. Et tout ça, ça prend un certain temps. Pour faire une image en échographie, aujourd'hui, il faut faire 128 tirs ultrasonores. Et comme il faut écouter le temps d'aller-retour des échos pour capter tous les échos, ça prend un certain temps. Et pour faire une image, en gros, il faut un 50e de seconde. C'est-à-dire que la cadence des images échographiques aujourd'hui, c'est 50 images par seconde. C'est déjà superbe, les gens sont très contents. Mais nous cherchons toujours plus. Et on s'est dit, pourquoi, à partir d'une barrette de transducteurs, on ne pourrait pas faire, non pas 50 images par seconde, mais 5000 images par seconde? Et l'idée qu'on a eue est la suivante. Si vous envoyez plutôt une onde plane sur un objet où il y a plein de petits diffuseurs, par exemple, et si vous stockez dans des mémoires électroniques tous les échos, eh bien, vous pouvez en un tir faire une image, parce qu'il suffit, comme la vitesse du son est connue, 1520 mètres par seconde dans le corps humain, il suffit maintenant de relire cette mémoire, de la retourner temporellement, et de faire une phase dans un ordinateur, dans un processeur de repropagation numérique, comme vous connaissez la vitesse du son. Et si vous faites ça, vous réalisez une image, mais vous réalisez une image en 1/5000e de seconde au lieu de la réaliser en 1/50e de seconde. Et lorsque nous avons fabriqué ça au labo, tout le monde nous a dit « Et alors, à quoi ça sert de voir l'intérieur du corps 5000 fois par seconde ?» Et on avait quand même une idée. En fait, à quoi sert d'observer l'intérieur du corps 5000 fois par seconde? Eh bien, à filmer l'activité sismique, et je pèse mes mots, du corps humain. Le corps humain n'est pas du tout un organe mort. Habituellement, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit, et il se passe des phénomènes étonnants. Et le corps humain est un solide, mou, principalement, dans lequel, en fait, se propagent deux types d'ondes mécaniques. Et ce sont des ondes qui ressemblent exactement à celles qui sont créées quand il y a un tremblement de terre. Vous savez qu'il y a des ondes rapides, qu'on appelle les ondes de compression, les ondes P, ou prime, les premières, et vous avez des ondes plus lentes qu'on appelle les ondes de cisaillement. Ce sont elles qui font des dégâts, parce qu'elles cisaillent et elles cassent les immeubles. Eh bien, dans les tissus mous, on a la même chose. Pour caractériser l'élasticité d'un tissu mou, il y a deux modules. Il y a un module qu'on appelle le module de compressibilité. Si vous prenez un bout de tissu mou, si vous essayez de l'écraser de tous les côtés à la fois, c'est très dur à écraser. Il y a un module de compressibilité qui est très élevé, 10 puissance 9 pascal. Ça veut dire qu'il faudrait mettre à 100 000 mètres de profondeur sous la mer, s'il y avait 100 000 mètres, un bout de tissu pour qu'il change vraiment de volume. Il est quasi incompressible. Ça, c'est un des modules. Maintenant, il y a un deuxième module pour les tissus mous qui caractérise les tissus mous, c'est ce qu'on appelle le module de cisaillement. Au lieu d'écraser de tous les côtés un tissu, essayez juste de le cisailler. C'est très facile de cisailler un solide mou ou un tissu mou. Ça veut dire qu'il y a un deuxième module qui s'appelle le module de cisaillement. Et ce module est très faible. Il est de l'ordre de quelques milliers de pascal, comparé à 10 puissance 9 pascal. Et ce module, il change avec la pathologie des organes. Il dépend des forces d'adhésion entre cellules. Et ce module, c'est le module que sent le médecin lorsqu'il fait de la palpation. Mais le médecin n'a pas une grande précision. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme il y a deux modules, en fait, comme dans tout solide, ici, un des modules est beaucoup plus grand que l'autre, ça veut dire qu'il y a deux types d'ondes qui peuvent se propager dans le corps humain. Il y a une onde de compression et une onde de cisaillement. L'onde de compression va à une vitesse qui dépend du module de compression, l'onde de cisaillement à une vitesse qui dépend du module de cisaillement. Et si vous regardez ces deux ondes, l'onde de compression, elle va à 1520 mètres par seconde, c'est les ultrasons dont je parlais tout à l'heure, mais les ondes de cisaillement vont très lentement, entre 1 et 20 mètres par seconde, et elles dépendent du module mu qui intéresse le médecin quand il palpe pour se rendre compte de la dureté des tissus. Donc il y a quelque chose d'unique dans le corps humain. Deux types d'ondes peuvent se propager à des vitesses complètement différentes.
Ça n'existe pas dans la Terre. Les deux ondes, compression et cisaillement, se propagent à des vitesses dans un rapport qui ne dépasse pas 2, alors que là, le rapport est de 1000 souvent. Si vous envoyez des ultrasons dans le corps humain, vous ne pouvez envoyer que des ondes de compression, parce que les ondes de cisaillement s'atténuent trop vite. Et les ultrasons sont intéressants. On a vu des belles images. La longueur d'onde est plus petite que le millimètre, donc on peut avoir une résolution du millimètre. Mais les ultrasons ne sentent pas grand-chose d'intéressant parce qu'ils ne sentent que le module de compressibilité qui ne change pas d'un tissu à l'autre. Les ondes de cisaillement sont bien plus intéressantes parce qu'elles sentent exactement les variations de pathologie d'un tissu. Si vous voulez envoyer des ondes de cisaillement dans le corps humain, alors il faut les envoyer à basse fréquence. Ce sont des ondes de fréquence inférieure au kHz. Et on observe ces ondes de cisaillement, et leur longueur d'onde est grande par contre, de l'ordre du centimètre. Comment produire ces ondes de cisaillement? Une première façon, c'est ça. On tape sur quelqu'un et ça crée des ondes de cisaillement. Deuxième façon, on demande au cœur de battre et ça crée des ondes de cisaillement qui circulent autour du cœur. Troisième façon, on chante, je parle et je crée des ondes de cisaillement qui partent qui partent un peu dans toutes les directions. Et il y a une quatrième façon dont je vais parler, qui est d'utiliser un principe très amusant, qui est le principe du vent ultrasonore qu'a inventé d'ailleurs Langevin, où lorsque vous envoyez des ultrasons, c'est des fréquences très élevées, mais si ces ultrasons sont envoyés pendant un certain temps, eh bien par un effet non linéaire, ils créent une poussée dans les tissus. Et il y a une cinquième façon dont je ne parle pas encore, j'en parlerai tout à l'heure à la fin. Donc maintenant, ces fameuses ondes de cisaillement qui nous intéressent nous ont amené à développer, à partir des années 94 et jusqu'à maintenant, le concept de transient élastographie et d'imagerie multi-ondes. Au départ, on a fait quelque chose de très simple. Dans les années 94, on a, dans la thèse de Stéphane Catlin, on a utilisé un petit vibreur qui donnait un coup sur le corps, et en même temps, on a collé un petit transducteur ultrasonore. Et en même temps qu'on donnait le coup, ça créait une onde de cisaillement, et on suivait avec ce transducteur ultrasonore, qui allait beaucoup plus vite, qui envoyait des ondes plus rapides, le mouvement des tissus. Et à partir de ça, on a créé en 2000 une première société, EcoSense, qui fabrique un appareil qui s'appelle le FibroScan, qui est un appareil très simple qu'on met sur le corps, qui donne une petite pichenette et qui suit de façon globale la vitesse de l'onde de cisaillement et qui donne la valeur du module de cisaillement. Et ça permet de suivre le degré de fibrose du foie. Mais dans notre labo, on a poussé, en même temps qu'on avait découvert un peu l'intérêt de ces ondes de cisaillement, le retournement temporel nous a permis de fabriquer notre premier imageur ultrasonore ultra rapide. Et là, cette fois-ci, au lieu d'avoir un transducteur, on a commencé à filmer la propagation dans tout un plan des ondes de cisaillement. Et on s'est dit aussi que si on veut faire un appareil de ça, il ne faut plus utiliser ce vibreur qui donne un coup, parce que c'est lourd et ce n'est pas très pratique. Et si on veut illuminer tout un sein, par exemple, ou tout un organe, avoir un gros vibreur n'est pas très pratique. Et donc, on a créé cet appareil, dont je vais vous parler pas mal, qui cette fois-ci n'utilise plus de vibreur, mais utilise la pression de radiation des ultrasons. C'est le même transducteur que ceux que vous utilisez dans n'importe quel échographe. Notre première électronique au labo était cette électronique énorme qui nous a permis de vérifier les principes. Et lorsqu'on a vu qu'on était capable de filmer à l'intérieur du corps toutes ces ondes de cisaillement, j'ai réussi, au lieu de partir à San Diego avec une partie de mon équipe, ce qui était notre projet en 2003, on a réussi à convaincre Jacques Souquet, qui est un des grands spécialistes de l'imagerie médicale dans le monde, qui était installé aux États-Unis depuis 22 ans et qui dirigeait Philips Medical System. J'ai réussi à le convaincre que c'était plutôt lui qui allait revenir en France pour qu'on crée une société qu'on a créée en septembre 2005 qui s'appelle Supersonic Imaging, qui a déjà 95 personnes. Et cette société a été créée en ramenant 12 Français qui étaient des ingénieurs et des chercheurs qu'on avait formés, qui étaient aux États-Unis depuis longtemps dans les grandes sociétés américaines. Et en peu de temps, on a mis au point un appareil qui s'appelle l'Explorer, Aix comme la ville d'Aix-en-Provence où est installée la société. Et cette société, avant de vous montrer ce qu'elle a fait, a quand même réussi à lever en décembre, en pleine crise financière internationale, 20 millions d'euros, pour vous montrer l'intérêt de l'appareil assez révolutionnaire qu'on a mis au point. Et l'appareil est basé d'une part sur le principe du retournement temporel pour faire de l'imagerie ultra rapide, mais en plus sur une façon très originale de créer des micro-séismes dans le corps humain, en utilisant
la pression de radiation de Langevin. Et l'idée, c'est que vous prenez un réseau de transducteurs, vous focalisez une onde dans une petite zone. Mais cette fois-ci, au lieu d'envoyer des ultrasons très brefs qui durent 1 microseconde, vous les envoyez pendant 1 milliseconde. C'est 1000 fois plus de temps, donc une sinusoïde assez longue. Et ça, par un effet non linéaire, bien expliqué par Langevin, ça va créer une poussée, une force qui va déplacer les tissus d'en gros 10 microns. Et vous allez pousser de 10 microns les tissus, c'est comme si vous avez fait un petit tremblement de terre où il y a une faille qui a coulissé de 10 microns. Et quand vous relâchez la faille, elle revient et elle crée une onde. Et quand vous poussez, et au moment où vous relâchez, hop, ça crée une onde de cisaillement. Et si vous regardez le même appareil, la même barrette de transducteur, maintenant on va passer en mode retournement temporel d'imagerie ultra rapide, et quand vous regardez le film, ici que vous réalisez, vous avez un film qui dure 20 millisecondes, c'est extrêmement rapide, le film c'est 1/50e de seconde, on voit l'onde qui a été créée, le petit séisme, il part et on suit sa vitesse. Mais une onde comme ça, c'est une onde qui diverge et qui perd de l'amplitude. Et on s'est dit comment améliorer cette poussée pour envoyer une onde qui va plus loin. Et on a eu une idée, c'est de créer non pas une poussée en un point, mais une poussée supersonique. C'est-à-dire que vous allez d'abord pousser à un endroit, et ça crée une première onde de cisaillement qui, disons, circule à 2 mètres par seconde, mais vous allez électroniquement changer le point focal. Et vous allez pousser à un autre endroit, puis à un autre endroit. Et vous allez déplacer le point de poussée à une vitesse plus rapide que l'onde que vous créez. Donc vous allez créer exactement, ici c'est du max 3, c'est comme si vous aviez un avion, tant qu'il va à une vitesse inférieure à Mach 1, il fait du bruit, mais pas trop, et puis dès qu'il dépasse Mach 1, brusquement toutes les ondes s'alignent et vous créez une onde très intense. Et donc c'est d'ailleurs de là que vient le nom de notre société, Supersonic Imaging. Et alors je vous montre, ici vous prenez un fantôme de tissu biologique qui mimique une inclusion très dure, par exemple une zone dure dans le sein, comparée au reste. Si vous faites une image échographique, vous ne voyez rien, que ce bruit qu'on appelle le bruit de Speckle. Vous distinguez vaguement les contours, mais le contraste est très mauvais parce que le fantôme n'est pas parfait, l'inclusion n'est pas parfaite. Mais maintenant, vous envoyez dans ce milieu votre onde de cisaillement, et je vous la remontre. Vous regardez ce film qui dure 20 millisecondes. Vous avez créé une belle onde plane, c'est un Mach qui vaut Mach 3, et vous voyez cette onde qui a circulé. Et quand vous voyez cette onde qui a circulé, vous pouvez mesurer par un petit algorithme en chaque endroit la vitesse de l'onde de cisaillement. Et si vous affichez à partir de ça la vitesse, vous voyez qu'il se passe quelque chose là, eh bien vous créez une image qui n'a plus rien à voir avec l'image d'échographique, c'est une image en kilopascal qui vous donne pour chaque point le module d'élasticité. Et vous trouvez ici une image où vous avez une résolution de l'ordre du millimètre. Le millimètre, c'est la résolution des ultrasons. Mais vous voyez une image du module de cisaillement, qui est le module des ondes de cisaillement, qui, elles, ont une longueur d'onde énorme et qui, normalement, toutes seules, ne donneraient jamais des bonnes images. C'est le mélange de deux ondes, c'est ce que j'appelle de l'imagerie multi-onde. Une onde rapide filme une onde lente. Et ça vous donne une image tout à fait nouvelle. Et quand vous regardez cette image, vous pouvez comparer ce que nous, on obtenait au labo avec notre prototype en 2002. On avait cette image, et il nous fallait 45 minutes de traitement pour pouvoir reconstruire notre inclusion. Quand Supersonic est arrivé, installé à Aix-en-Provence dans ses locaux, ils ont refait un appareil beaucoup plus intéressant que le nôtre, et cet appareil déjà avait un rapport signal à bruit sans comparaison, mais ils ont commencé à mettre des processeurs rapides pour faire tous ces traitements. Et ça ne prenait que quelques secondes de traitement. Puis en 2007, cet appareil, en fait, en 0,2 secondes, vous refabrique l'image d'élasticité. Donc vous pouvez le déplacer et voir exactement l'élasticité de l'organe. Et aujourd'hui, on peut même faire une vingtaine d'images d'élasticité par seconde, sachant que chaque image est faite pendant 1/50e de seconde par ce film ultra rapide qui est fait. Et si vous regardez, ces images, par exemple, sur le sein, donnent des images tout à fait nouvelles qui ne ressemblent pas du tout aux images d'échographie. C'est des images quantitatives où vous voyez des contours qui n'ont rien à voir. Vous pouvez mesurer en kilopascal la dureté d'un organe. Et il y a 18 appareils qui ont d'abord été installés dans 18 hôpitaux, 6 aux États-Unis, 6 en Europe et 6 en France par Supersonic Imaging. Et à l'heure actuelle, ils passent des milliers de patientes. Et ici, vous pouvez voir, par exemple, très clairement des inclusions. Là, je vous donne quelques exemples. Mais vous pouvez voir, par exemple, ici, sur une image échographique, on voyait des choses. Vous pouvez voir ici une tumeur qui est très dure et qui, à l'intérieur, s'est nécrosée, qui est redevenue molle à l'intérieur. Et lorsque les gens ont fait la biopsie et tout, ils ont constaté qu'on distinguait exactement la dureté et l'élasticité. Il y a beaucoup d'applications de ce concept.
Il y a d'autres applications. Voilà une carotide d'un patient. Et vous voyez une très belle image échographique, mais vous pouvez très bien pincer, grâce à notre système, créer une petite onde le long de la paroi, mesurer sa vitesse. Et ici, vous pouvez très bien voir sur une image où ce n'était pas évident de voir qu'il y avait une plaque un peu dure, vous voyez automatiquement la dureté en kilopascal de la plaque. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cet appareil a beaucoup d'applications. Il permet de mesurer l'élasticité, et là, la résolution est de 150 microns. Vous êtes capable de détecter sur des petites zones des choses qui deviennent dures. Vous pouvez imaginer avec cet appareil beaucoup d'applications, puisque vous êtes capable en plus de mesurer l'élasticité au cours du cycle cardiaque. Vous pouvez faire 20 images de l'élasticité, et vous pouvez voir comment les organes changent d'élasticité. Les applications sont très nombreuses, et il y en a plein. Je ne vais pas les montrer parce que je vais parler d'une autre application du retournement temporel. Le retournement temporel peut servir aussi à attaquer un problème plus dur, c'est celui de la thérapie par ultrason. Cette fois-ci, on n'envoie pas une microseconde d'ultrason ni une milliseconde, mais on envoie cette fois-ci plusieurs secondes d'ultrason. Et on envoie des faisceaux sinusoïdaux très longs avec des pressions très fortes. Et si on focalise, alors on peut élever la température. Et on peut élever la température jusqu'à dépasser la température de coagulation des protéines. Et donc, il y a des appareils de thérapie par ultrason qui commencent à se fabriquer. Et nous, on s'est attaqué au problème le plus dur, je dirais, c'est celui de passer la barrière crânienne. Parce que les ultrasons dans le crâne se propagent et se déforment complètement, et on ne sait pas focaliser dans le crâne. Et si, alors excusez-moi, voilà un miroir à retournement temporel où il y a 300 transducteurs piézoélectriques qu'on a fabriqués. Et ce miroir, ici, il y a une membrane, un liquide de couplage, on peut le mettre contre un crâne. Si vous essayez de focaliser avec tous ces transducteurs sans faire de correction, c'est-à-dire sans connaître exactement les propriétés du crâne, vous ne focalisez jamais où vous voulez et vous créez des tas de lobes très dangereux. Si vous aviez une tumeur qui aurait la bonne idée de pousser un petit cri, mais il y a beaucoup d'astuces pour faire ça, si vous captez ce cri, si vous le retournez temporellement et si vous envoyez des sinusoïdes très longues, alors vous focalisez, vous mettez 70 bars au point avec une grande précision qui est de l'ordre du millimètre. Donc on a développé cet appareil. Je ne vous raconte pas toutes les finesses pour faire parler le point qu'on veut détruire. On a d'abord travaillé sur des brebis, puis on a travaillé sur des singes, et on a développé ça, et donc en fait on apprend exactement la géométrie du 3D du crâne du singe par rayon X, et après on peut simuler dans l'ordinateur le retournement temporel qui vient de chaque point à l'intérieur du crâne, parce qu'il n'y a que le crâne qui gêne, et on peut apprendre à focaliser. Et on a développé cet appareil qu'on a testé, et on peut choisir, à partir du crâne du singe, on peut choisir la zone qu'on veut détruire, qu'on veut nécroser, et ici, c'est un exemple de nécrose qu'on a réalisé in vivo sur un singe, où on a fait une nécrose fine, exactement dans la zone qu'on voulait. On a pu vérifier que c'était une nécrose thermique qui avait détruit les cellules de cette zone. Alors, ça, c'est un projet qu'on a, qui n'est pas encore au stade de l'homme, mais Supersonic Imaging a décidé, en plus de la technologie d'imagerie ultra rapide, de développer cet appareil. Et Supersonic Imaging vient de fabriquer la première version de cet appareil qui est compatible IRM. Ici, on a 512 transducteurs. L'électronique est beaucoup plus compacte que notre ancienne électronique, et le système qu'on a là va être installé au CIRM, dans l'équipe de Jacques Bitoun au Kremlin-Bicêtre, en mars 2009, et on va commencer les essais sur l'homme avec ce système. Je vous reparlerai de ce système parce que ce système peut détruire les tissus, mais peut faire d'autres choses dont je parlerai à la fin de mon exposé. Maintenant, j'ai parlé d'applications médicales, mais les concepts de retournement temporel sont valables pour n'importe quel type d'onde. Les ondes électromagnétiques vérifient, elles aussi, dans la plupart des cas, l'invariance par renversement du temps. C'est-à-dire que si le problème, par contre, c'est que c'est plus difficile de faire des démons de Le Schmitt avec des mémoires pour des signaux, par exemple, comme ceux du téléphone. Pourquoi ? Parce que lorsque vous utilisez du téléphone portable ou lorsque vous utilisez du Wi-Fi, les fréquences que vous émettez sont des fréquences non pas de quelques mégahertz ou de quelques kilohertz, mais de quelques gigahertz. Et donc il faut des composants électroniques très rapides, des mémoires ultra rapides pour pouvoir faire du retournement temporel. Mais la loi de Moore étant là, ces composants existent, on peut faire du retournement temporel aujourd'hui en micro-ondes. Et donc voilà 8 petits téléphones, 8 petites antennes de téléphone qu'on met là, toutes les demi-longueurs d'onde. La longueur d'onde qu'on utilise, c'est 12 cm ici en téléphonie mobile. Et si vous avez 2 petits réseaux de 8 antennes, vous pouvez
les faire dialoguer en mode retournement temporel. Si vous mettez ça dans une pièce, il y a de la réverbération. Si vous allez dans une ville, il y a de la réverbération. C'est un des handicaps de la télécommunication électromagnétique dans les bâtiments et en ville. Eh bien, vous pouvez aussi faire exactement la même chose que tout à l'heure. Vous faites émettre un petit clic, mais il est électromagnétique, il dure 10 nanosecondes. Et si vous captez au loin dans cette pièce avec un petit téléphone le signal dure longtemps, 500 nanosecondes. Vous le retournez temporellement, il revient en marche arrière, il se recompresse sous la forme d'un clic qui fait 10 nanosecondes. D'autre part, il se recompresse aussi spatialement, il refocalise sur une tâche focale qui fait la demi-longueur d'onde. Ça veut dire que vous pouvez apprendre à partir de ces 8 petites antennes, chacune envoie son clic, les autres les captent, les retournent temporellement, et chacune fait un canal de communication avec les antennes. C'est ce qu'on appelle du MIMO, mais c'est du MIMO par retournement temporel. Et là, maintenant, vous pouvez envoyer des débits d'information très importants à chaque antenne. Mais chaque antenne est distante de l'autre d'une demi-longueur d'onde pour que les faisceaux soient indépendants. Et là, nous avons fait une belle découverte en travaillant là-dessus avec Geoffroy Lerozet, Julien Deroni et Arnaud Tourin, c'est que je vous ai expliqué que la tâche focale, à cause de l'onde convergente qui était suivie d'une onde divergente, il y avait une interférence, et cette interférence avait une taille qui était la demi-longueur d'onde. Ça, c'est la tâche focale. Si vous avez une longueur d'onde de 12 cm, la tâche focale, c'est 6 cm. Est-ce qu'on peut faire des tâches focales plus petites que la longueur d'onde? Et là, on a eu l'idée suivante, c'est lorsque vous avez une source qui envoie une onde, au lieu de laisser cette source dans le vide ou dans l'air ou dans l'eau, on va mettre dans le voisinage très proche de la source, à moins d'une longueur d'onde, un fouillis d'obstacles résonnants. Un fouillis d'obstacles résonnants, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va prendre un petit fil. Une antenne normale, c'est un fil de cuivre. Vous voyez ce petit fil rouge qui dépasse ici. Ici, on a une plaque de cuivre et un petit fil. Normalement, une antenne normale, c'est un fil. Mais ce que nous avons fabriqué, c'est des antennes d'un type nouveau. C'est des antennes qui ont l'air parfaitement incongrues. Il y a en fait ici 8 petits fils qui sont cachés derrière ce plan de masse. Ici, je vous montre le fil rouge, le fil bleu. Mais on a entouré ces fils de tas de petits fils comme un paquet de spaghettis mis dans le désordre. Mais ces petits fils sont des fils de cuivre qui sont tous les millimètres. C'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle échelle dans le milieu. Il y a l'échelle de la longueur d'onde qui était 12 cm, mais on a créé une sous-échelle qui est le millimètre. Et comme ces petits fils sont résonnants, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser, on a un fil rouge, un fil bleu, tous entourés à la sortie par ce paquet de spaghettis. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va au loin mettre notre fameux réseau miroir à hautement temporel qui est loin. Mais là, l'antenne rouge qui est là, on va lui faire émettre un petit clic de 10 nanosecondes. Et on va écouter ce qu'au loin on capte. Au loin, on capte ce code. Bon, maintenant, on va attaquer l'antenne d'à côté, la petite bleue qui est à 4 mm, c'est-à-dire à lambda sur 30. On va lui faire envoyer le même code bleu, et la même antenne au loin capte ce code. Les deux codes ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on a codé la distance entre ces deux points qui est plus petite que la longueur d'onde, lambda sur 30. Elle donne, à cause de cette espèce de balai, elle donne des codes différents. Maintenant, vous prenez ce code, vous le retournez temporellement, et vous allez regarder ce qui vient. Puis le code bleu, et vous le retournez temporellement. Si vous faites ça, rémettez le code bleu et regardez ce qui revient au fil rouge. Au fil rouge, il revient une impulsion brève de 10 nanosecondes. Si vous remettez le code bleu, sur le fil bleu revient une impulsion brève de 10 nanosecondes. Mais maintenant, vous pouvez comparer, quand vous émettez le rouge sur le rouge, qu'est-ce que les autres fils reçoivent. Et là, vous pouvez mesurer une tâche focale. Et la tâche focale ici, que vous avez créée, au lieu de faire lambda sur 2, elle fait lambda sur 30. Vous avez profité de cette forêt d'obstacles pour créer ce qu'on appelle la conversion d'onde évanescente en onde propagative, mais vous avez créé quelque chose d'intéressant. Vous avez créé une structure bizarroïde qui ressemble plutôt à un paquet de neurones ou à un balai brosse, et cette structure transforme des antennes qui étaient un peu bêtasses en des antennes extrêmement efficaces où on peut focaliser sur chacun des brins séparément. Et on a voulu vérifier que ça marche au niveau des télécommunications, et on a pris une fleur. On a décomposé l'image d'une fleur en 3 sous-couleurs, rouge, vert, bleu, et on a pris un petit miroir à hautement temporel fait de 3 antennes situées très loin, et on veut envoyer sur une antenne la couleur rouge, sur l'autre la couleur verte, sur l'autre la couleur bleue. Et lorsqu'on essaye d'envoyer ces 3 sous-couleurs sur 3 antennes classiques situées l'une de l'autre à lambda sur 30, aucune chance, tout est brouillé. Par contre, lorsqu'on envoie ça sur ces antennes bizarroïdes, mises dans une structure bizarroïde,
eh bien, chaque antenne reçoit son message directement. Et de ça, on a motivé des capitaux risqueurs pour investir dans la création d'une nouvelle start-up, Time Reversal Communication, que dirige Étienne Fert, où on essaye de développer ces microstructures d'antennes nouvelles pour pouvoir mettre beaucoup plus d'informations dans un volume donné qu'avec les méthodes conventionnelles. Maintenant, avant d'arriver à ma conclusion, je voudrais parler de ce petit chapitre que j'aime beaucoup, ondes, cerveau et élucubration. Vous avez vu d'une part la robustesse du retournement temporel. On peut se poser la question, est-ce que la nature n'est pas intéressée quand même par des choses robustes et est-ce que le retournement temporel n'est pas utilisé dans la nature? Et nous, on l'a utilisé et on a vu que c'était très robuste. Et on s'est aussi posé une deuxième question. Lorsqu'on a commencé à mesurer les ondes de cisaillement dans le corps humain, on s'est rendu compte que leur vitesse était comprise entre 1 et 20 mètres par seconde. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on mesurait la vitesse de ces ondes de cisaillement, qui sont des ondes mécaniques dans un neurone, leur vitesse était pratiquement la même vitesse que celle de ce qu'on appelle les potentiels d'action, qui sont dus à des charges ioniques qui transitent à l'intérieur des neurones. Et ces potentiels d'action, c'est ce qu'on utilise pour expliquer la façon dont dans les neurones l'information est véhiculée. Et on s'est dit, mais c'est quand même curieux, c'était il y a 5-6 ans quand on a commencé à voir ça, on s'est dit, c'est curieux que les ondes mécaniques et des ondes d'origine électrique aient des vitesses si proches. Les ondes électromagnétiques, c'est 300 000 km par seconde. Les ondes de cisaillement, c'est 10 mètres par seconde, 1 mètre par seconde. Les potentiels d'action, c'est le même ordre de grandeur. La nature aurait choisi bien les choses pour que dans les neurones, ondes de cisaillement et potentiels d'action avancent à la même vitesse. Et on s'est dit, si c'est ça, c'est qu'il y a une vraie raison. Et la raison, on s'est dit, il existe un très fort couplage dans un neurone entre ses propriétés mécaniques et électriques. Et on s'est dit, et on se dit toujours, les neurones, finalement, puisqu'il y a un couplage électrique-mécanique, les neurones ne seraient-ils pas tout simplement des petits transducteurs piézoélectriques, ou se comportent comme des petits transducteurs piézoélectriques? Et on s'est dit un peu plus loin, si c'est vrai, ils peuvent être à la fois haut-parleurs, à la fois microphones. Donc, ils peuvent peut-être parler entre eux. Certains peuvent parler et d'autres peuvent entendre. Et on a revisité un peu la littérature. Et notre hypothèse est la suivante. Certains échanges d'informations entre neurones utilisent peut-être des ondes de cisaillement. Et en relisant la littérature, personne ne savait que les ondes de cisaillement se propageaient dans le corps humain, puisque personne ne les avait observées avant que notre appareil n'existe. Les gens avaient des vagues idées, mais dans la communauté des gens de la biologie, on ne parle pas d'ondes de cisaillement qui circulent dans le cerveau ou qui circulent dans le corps humain. Et on a regardé, et on a vu que déjà dès 1950, quand vous stimulez, par exemple, un nerf, vous voyez son volume qui change. Et on a vu des papiers plus récents qui montrent que quand vous avez une activité électrique, il y a une petite déformation de quelques nanomètres, la membrane du neurone bouge. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que depuis longtemps, les gens savaient qu'il y avait des haut-parleurs, mais ils ne voyaient pas tellement le principe du haut-parleur. Et puis, on s'est dit, est-ce que dans l'autre sens, les neurones, est-ce qu'ils entendent des sons? Et on a retrouvé des papiers de 1974 et maintenant des plus récents, où les gens utilisaient les ultrasons et la pression de radiation. Ils ne savaient pas que c'était la pression de radiation, c'est-à-dire qui est plus basse fréquence, et ils se rendaient compte que de temps en temps, ils stimulaient des neurones ou pas de neurones. Et donc aujourd'hui, nous faisons l'hypothèse que peut-être les neurones jouent un rôle entre émission et réception. Et maintenant, si on veut franchir une étape de plus, alors là je rêve, mais j'ai bien mis élucubration, c'est est-ce que le retournement temporel ne pourrait pas servir à quelque chose là-dedans? Et j'avais noté dans Nature, le 12 février 2006, un article intéressant qui était un article sur la façon dont les rats, lorsqu'ils faisaient un apprentissage spatial dans un labyrinthe, essayaient de faire passer le message qu'ils avaient enregistré d'une mémoire à courte durée à une mémoire à long terme. Et ces auteurs avaient mis des électrodes dans l'hippocampe d'un rat et ils avaient remarqué que pendant la phase de sommeil du rat, le rat, this replay as a unique form in which les récents épisodes de l'expérience spatiale sont rejoués in a temporal reverse order. C'est-à-dire qu'il regardait l'activité électrique des neurones et ils se rendaient compte que ce qu'ils avaient enregistré pendant une certaine phase, ils le repassaient mais en verlan. Bon, ils ont constaté ça. Alors, je pense qu'il y a, et c'est
un domaine dans lequel, avec Michael Tanter, dans notre labo, qui dirige toute l'activité médicale et biologie du labo, on veut se lancer, c'est qu'on pense qu'il y a une véritable biologie ondulatoire qui peut démarrer. Il y a beaucoup de biologie, mais la biologie ondulatoire, ce n'est pas un mot qui, d'après moi, n'était pas encore trop utilisé. On pense que les ondes de cisaillement jouent un rôle essentiel dans le corps humain. Si vous mettez un petit microphone à l'intérieur du cerveau ou un petit accéléromètre, il y a du bruit sans arrêt. Et si, par exemple, vous regardez ce qui se passe quand vous avez une crise d'épilepsie, ce n'est pas un petit bruit, ça devient des grands bruits. Et on pense que ces ondes de cisaillement qui n'étaient pas connues jusqu'à présent peuvent jouer un rôle important. Les ondes électromagnétiques, elles, qui sortent du cerveau, leur problème, c'est qu'elles ont une longueur d'onde énorme de 100 km, par exemple, alors qu'ici, on a des ondes qui ont des longueurs d'onde beaucoup plus petites. Et on pense donc qu'il y a au moins deux aspects très intéressants, à part tout le côté biologie, c'est qu'on pourrait mettre certains petits micros ou accéléromètres qu'il faudrait mettre derrière le crâne à l'intérieur et écouter ce qui se passe, le son. Il y a peut-être des choses à apprendre. Et l'appareil que je vous ai montré aussi, cet appareil qui focalise des ultrasons derrière la barrière crânienne, n'importe où dans le cerveau. Cet appareil, on peut l'utiliser soit pour brûler des tumeurs en mettant beaucoup d'énergie, mais on peut aussi n'envoyer qu'une milliseconde de signal et utiliser la pression de Langevin, la pression de radiation, pour pincer un neurone ou un paquet de neurones. Et quand vous pincez un paquet de neurones, un stress mécanique, ça se transforme en activité électrique. Donc on pense qu'on a plusieurs outils intéressants à partir du labo pour explorer mieux le cerveau. Et je dirais, j'ai remarqué que beaucoup de physiciens, à la fin de leur carrière, mais je ne considère pas que je suis à la fin de ma carrière, mais s'intéressent de plus en plus au cerveau. Je me rappelle quand Pierre-Gilles de Gênes a commencé à travailler sur le cerveau, nous, on a mis des outils au point pour travailler sur le cerveau, des gros outils où il y a de la technologie terrible. On va s'en sortir parce qu'on a maintenant une société derrière nous pour développer ça mieux, parce qu'on n'a même pas un technicien ou un électronicien au labo, donc on a besoin de gens pour nous faire ça bien. Mais on pense qu'il y a une explosion de choses à faire derrière ça. Et donc, je voudrais conclure en disant la pluridisciplinarité, c'est une extraordinaire source d'innovation. Dans notre labo, on fait de la biologie, de la médecine, du multimédia, des télécoms et de la physique archi fondamentale, d'après moi, justement sur le renversement du temps et sur les ondes, qui ressemble par beaucoup de côtés à ce qui se passe en mécanique quantique. Et le jour où on saura peut-être faire un miroir à retournement temporel en mécanique quantique, il y aura peut-être de l'intérêt, mais ce n'est pas encore évident de le faire. Mais il y a des gens qui y pensent. Et je pense que tout ce que je vous ai montré montre que la pluridisciplinarité, c'est une grande source d'innovation. Et donc, pour ça, on a décidé que notre labo ondes et acoustique explose dans ses murs. On a pas mal de chercheurs, mais on n'a pas de place. Et on a décidé qu'il fallait continuer encore l'aventure, encore plus loin. Et on a décidé de créer un institut qu'on appelle l'Institut Langevin, vous comprenez pourquoi. Et cet institut, on a décidé déjà de ne pas mettre que des gens des ultrasons, ni des gens des micro-ondes, mais aussi de l'optique. Et on voudrait un institut où il y ait des ultrasons, de l'optique, de toutes les ondes, de la médecine, de la biologie, des mathématiques, du multimédia. Et on pense qu'il y a beaucoup à créer autour de ça. Et je voudrais dire aussi, puisqu'on parle de chaire d'innovation technologique, qu'aujourd'hui, en particulier parmi les sociétés qui ont été créées à partir du labo, il y a une société qui pourrait permettre de relancer une grande industrie de l'imagerie médicale en France. L'histoire de l'imagerie médicale en France est un désastre. Quand la Thomson, dans les années 80, a revendu la CGR à General Electric, elle a tué la recherche en imagerie médicale. Heureusement, dans le milieu académique, il y avait des gens comme nous qui ont continué à se battre et à essayer de développer des choses. Et malheureusement, c'était désastreux. Tous les chercheurs qu'on a formés, à l'école physique-chimie ou ailleurs, ils partaient tous aux États-Unis, chez Philips, Siemens et tout qui était installé là-bas. On a réussi à ramener, grâce à Jacques Souquet qui a joué le jeu, on a réussi à ramener une super équipe où il y a beaucoup de gens maintenant de beaucoup de pays qui se sont agrégés, il y a pas mal d'Américains qui sont venus aussi en France, autour de Supersonic Imaging. Les produits qu'on est en train de mettre au point sont intéressants. Il y a d'une part toute cette imagerie multi-ondes. Au lieu de faire une image en n'envoyant qu'une onde, on en envoie deux. L'une voit l'autre. On peut mélanger des ondes ultrasonores et des ondes de cisaillement, mais on peut aussi mélanger des ondes optiques, des micro-ondes, des ondes électriques très lentes. On peut tout mélanger et on peut imaginer beaucoup de nouveaux
appareils d'imagerie qui donneront des contrastes et des résolutions spatiales qui n'existent pas aujourd'hui. Et la thérapie par ultrasons, détruire à distance ou activer, c'est aussi des outils qu'on a. Et le message que je voudrais passer, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que chacune de ces sociétés qu'on a créées, ça a été créé grâce aux investisseurs qui sont venus, grâce à des capitaux risqueurs qui ont pris des risques pour nous rejoindre et pour créer ces sociétés. Mais ces gens-là ont une vision, je dirais, court-termiste, et on est en pleine crise en plus. Et donc, ces gens nous ont permis de développer nos sociétés, mais une société comme Supersonic Imaging, ce qu'ils ont envie de faire, c'est de retrouver leur argent assez vite, et donc ils ont envie, d'ici 1 ou 2 ans, de la revendre à General Electric ou Siemens et tout. Bon. Et je comprends, c'est leur... Mais aujourd'hui, le grand problème de la France que je vois au niveau de l'innovation, c'est qu'on a des inventeurs, du public, c'est difficile. Il faut se battre avec nos tutelles. Je ne raconte pas toutes les aventures pour créer toutes ces sociétés. Il faut trouver de l'investissement. On en trouve. Créer une start-up, c'est assez facile quand même en France. Il y a pas mal d'argent au début pour une start-up. Mais quand la start-up a atteint une certaine taille, le problème, c'est comment la transformer en une grande boîte, en une société de 1000 personnes, 5000 personnes, des sociétés comme il y en a beaucoup en Allemagne et comme il n'y en a pas du tout en France. Et là, il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas d'argent pour les aider. Et donc, on est complètement acheté par les investisseurs. Nos sociétés sont complètement, disons, les inventeurs et les fondateurs sont complètement dilués. Ce sont les investisseurs privés. Et eux ont leur logique, qui est la logique du marché, quoi. On peut en parler, puisque on est à la période de crise que vous connaissez tous. Et je dirais... il faudrait que l'État français ou l'Europe aide les start-up innovantes qui ont montré qu'elles sont explosives, qu'elles ont un potentiel extraordinaire pour l'avenir, mais nous aide vraiment en mettant de l'argent public pour nous empêcher d'être rachetés tout de suite par les grandes sociétés américaines ou chinoises d'ailleurs. Et quand je vois en Chine, où je vais souvent, comment les sociétés d'université sont créées et deviennent des sociétés de 500, de 1000 personnes. Lenovo est une société d'université créée à partir de l'université. Mon petit ordinateur IBM, il s'appelle Lenovo maintenant. Ça, l'État chinois a su aider pour que ces sociétés deviennent des grands. Chez nous, l'ADESI, qui était l'agence de l'innovation qui devait financer les grands, qui aurait dû aider les petits à devenir des moyens, n'a pas joué son rôle. Et bon, j'en appelle à l'État. Aujourd'hui, on a une occasion intéressante. On a ramené des gens qui ont un esprit archi-international en France sur l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est un domaine énorme. La France ne peut pas accepter de laisser tomber ce domaine. Et je dirais malheureusement, dans les discussions que j'ai eues avec les grands chefs de grandes entreprises du CAC 40, auxquels je suis allé présenter ce qu'on faisait en leur disant « Mais pourquoi vous ne nous prenez pas avec vous pour devenir... » Ils m'ont tous dit... L'imagerie médicale, c'est les 3 grands, GE, Siemens et Philips. Vous n'avez pas d'autre solution que de vous faire acheter par ces 3 grands. Eh bien, ça, c'est le point de vue des chefs des grandes entreprises françaises qui sont les gens que nos hommes politiques écoutent lorsqu'il s'agit de parler d'innovation. Et avec ce raisonnement, on n'y arrivera jamais. Il faut accepter qu'on puisse tenter, même sur un marché qui est dominé par 3 grands et quelques Japonais, que la France puisse y aller. Donc, je fais appel à l'État pour devenir raisonnable et pour nous aider à recréer, peut-être pas un géant, mais un grand de l'imagerie médicale. Voilà, je vous remercie.